Bonjour à tous, ça va pas du tout Marc, il me reste 15 minutes pour expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui et relever le gant de Pierre, montrer qu'on va naviguer sans temps. Mais je vais essayer malgré tout. Donc effectivement, en septembre 21, on rentre dans la forme d'Anglette, dans le port de Bayonne. Cette forme, c'est un choix qui a été fait, donc comme l'a dit Marc, on ne pouvait pas aller assécher le navire dans la forme de Rochefort. C'est des opérations qui sont très contraintes, il faut positionner un navire de 1100 tonnes à quelques centimètres près et on a un timing imposé par la marée pour pouvoir poser ce navire bien comme il faut. À Rochefort aujourd'hui c'est pas possible. On choisit donc la cale sèche d'Anglette sur le port de Bayonne pour beaucoup de raisons. C'est une cale sèche qui est en région Nouvelle-Aquitaine, c'est une cale sèche qui à cette heure-là n'est pas exploitée, elle n'est pas commercialisée. Donc c'est facile de réserver sur une longue durée cette cale sèche. À ce moment-là on cherche 3 à 6 mois de cale sèche. On n'a pas encore le diagnostic. C'est aussi une cale sèche qui nous autorise de faire tous ces travaux sous les yeux du public et ça fait partie de l'ADN de l'association de continuer à faire réellement des choses, du travail, mais en permanence sous les yeux du public pour mettre en avant tous les savoir-faire autour de ce navire. Donc nous arrivons dans cette cale sèche, je veux bien la diapositive suivante. La première opération est de poser le navire en sécurité. On n'a plus la poussée d'Archimède qui va répartir toute la force sur l'ensemble de la structure du navire et donc il faut équilibrer tous les poids pour que ce ne soit pas que la quille avec la ligne de thym là où on pose le navire qui supporte tout le navire, sinon il finirait par se déformer. Donc vous commencez à voir là en début de chantier les épontilles qu'on va installer sur l'arrière du navire. À cette heure-là, on a essayé de passer l'été à faire le plus de diagnostics possible, mais on n'a pas de méthode de diagnostic non destructive. Et donc, comme le navire est en eau, avant de venir dans la cale sèche, on fait des scénarios, mais on est pour l'instant sur une cale sèche de 3 à 6 mois et on cible des travaux d'1,5 million. On s'installe à Bayonne et on commence à déborder le navire. Donc on enlève la peau extérieure du navire pour mettre à nu les bois de structure. Et vous voyez ici à l'arrière ce qu'on découvre, donc la structure. Là, ce sont les côtes du navire, les membrures dont on a parlé. À certains endroits, on peut attraper le bois dans notre poing et l'écraser dans notre poing. On est sur une étape où on avance petit bout par petit bout, on est obligé de découper des bordées qui sont sains pour aller toucher des bois qui sont endommagés derrière. C'est quand même assez dommage de devoir détruire des bois sains pour toucher les endommagés. Et donc on y va vraiment pas à pas. Et tous les soirs, on rentre en pleurant à la maison en constatant que c'était plus grave que ce qu'on imaginait. Sur la slide suivante, je crois qu'on a un schéma de cette zone. Donc voilà, vous voyez Donc ça, c'est des schémas qui ont été faits sur base de calques sur des photos. Donc qui sont assez fidèles. Et sur le slide suivant, on va voir en rouge toutes les zones touchées. Donc on voit qu'on a les tambots, le contre-étambot, on a la courbe des tambots, on a les membrures à l'arrière du navire en partie basse qui sont à changer. On a aussi des barres d'arcasse qui sont à changer. Et on met 6 mois de diagnostic pour découvrir tout ça. En arrivant aussi à Bayonne, on était avec en tête un navire qui a 10 ans. On n'avait pas encore la thèse de M. Lebeau à ce moment-là dans nos mains. On était dans nos têtes sur un navire qui était neuf. Et on a une grosse perte de confiance sur l'ensemble du navire. Donc, on travaille sur la zone arrière et aussi, on passe le plus de temps possible à aller diagnostiquer tout le reste de la structure du navire. Et malheureusement, on découvre qu'à l'avant, on a la même problématique. On se met à déborder à l'avant et vous voyez que, encore une fois, en partie basse, là, il y a des pièces de bois qui sont déposées parce que là aussi, la structure, attaquée par un champignon, a été à changer. On va avoir quelques slides ensuite de schéma. Donc vous voyez ici, là, le navire avec son bordage. Sur le slide suivant, on voit donc le navire sans la peau extérieure, sans le border, et ça laisse apparaître la structure à l'avant du navire. Les parties bleues sont des zones qui ont été déposées de façon non destructive pour pouvoir toucher les parties rouges derrière. Donc on a l'étrave, la contre-étrave, on a le massif des cubiers, on a les allonges des cubiers qui sont des sortes de membrures à l'avant du navire, et à l'intérieur, on a la deuxième colonne vertébrale, on va avoir la quille et l'étrave à l'extérieur. À l'intérieur du navire, on a aussi ce qu'on appelle la carlingue et le marsouin. Et donc le marsouin est à déposer aussi à l'intérieur du navire. Sur l'ensemble du navire, l'avant et l'arrière sont touchés. C'est pour ça qu'un an après être rentré dans la forme de Bayonne, on fait une conférence de presse à Paris, sur les bords de la Seine, pour annoncer que finalement, on est sur vraiment des travaux d'ampleur. On est aujourd'hui sur un chantier qui est estimé à 10 millions d'euros. Et on est toujours aujourd'hui, 1 an et demi après, sur ce volume financier, avec vraiment de vastes zones touchées.
Alors pourquoi ces zones-là? Pourquoi ces zones-là? Donc c'est un champignon qui a endommagé les bois. Le champignon va se développer avec quelques conditions. Donc il faut se dire que des spores de champignons qui sont bien ce qui va permettre à un champignon d'attaquer des bois. Des spores de champignons, on est en train d'en respirer à l'heure actuelle. Dans un espace stérile en hôpital, on peut avoir des spores de champignons. Donc le fait d'éliminer l'air des spores de champignons, c'est pas la solution. Et en plus, dans les bois qui vont arriver sur le navire, les bois viennent des forêts et donc il peut y avoir des spores de champignons à l'intérieur de ça. Pour que le champignon se développe, il y a plusieurs conditions. Il faut de l'obscurité, il faut de la chaleur et il faut un degré d'humidité qui va se situer entre 20% et 80% d'humidité dans le bois. Si on est à plus de 80% d'humidité, on est dans un milieu anaérobie, il n'y a pas assez d'oxygène pour que le champignon se développe. Si on est à moins de 20% d'humidité, on est dans un milieu où il n'y a pas assez d'humidité pour que le champignon se développe. On en parle avec, entre autres, on a beaucoup parlé avec le FCBA, qui est un peu l'institut de la norme du bois en France, et qui nous disent, ben voilà, c'est simple, dans le bâtiment, il faut qu'on ait des bois qui soient soit à moins de 20% d'humidité, soit à plus de 80% d'humidité. On leur dit très bien, nous sommes un navire. Nous allons avoir les bois extérieurs du navire qui vont être à, entre guillemets, à 100% d'humidité, et les bois à l'intérieur du navire qu'on va essayer d'assécher le plus possible. Forcément, on a des interfaces, donc il faut limiter le plus possible ces interfaces, mais ce n'est pas suffisant. Voilà les causes du développement de champignons. À la construction, le navire a été traité, tous les bois ont été traités, mais nous avons des entrées d'eau sur un navire. Déjà, les bois, on les fait sécher. Alors, on a parlé du séchage des bois. La définition entre un bois vert et un bois sec, il y a tout un panel d'entre-deux. Donc, un bois qu'on va scier, qu'on va couper, on va le laisser 1 an se réessuyer, c'est-à-dire qu'on va le laisser exposer aux intempéries pour qu'il y ait de l'humidité qui rentre dans le bois et qui en ressorte et qui va, entre guillemets, purger le plus de sève possible. La sève, une fois qu'elle ne circule plus, elle n'est plus un système immunitaire pour le bois, et entre guillemets, elle va se dégrader, elle va pourrir à l'intérieur du bois, donc on va essayer d'évacuer le plus possible de sève. Au bout d'1 an d'exposition, on commence là le temps de séchage, dont on a expliqué les conditions. On va essayer là de ne plus le laisser exposer aux intempéries, on va essayer de laisser circuler l'air pour que le bois sèche. Cependant, de façon empirique, ce que considèrent les charpentiers, c'est qu'il faut en 1 an de conditions de séchage optimale, on va avoir 1 cm de bois qui va sécher. On a des pièces de bois sur l'Hermione qui font 45 cm par 45 cm. Donc ça veut dire que potentiellement il faudrait 22,5 années de séchage plus 1 an de réessuyage pour que ces pièces de bois soient parfaitement sèches. En plus de ça, c'est une règle empirique. Sur des pièces de bois de cette dimension, je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer que 1 an équivaut à 1 cm de séchage. Donc les bois ont tous été réessuyés et séchés à la construction. Cependant, pour maintenir aussi un chantier dynamique avec la manne financière des visiteurs, tout l'élan associatif de tous les bénévoles qui ne voulaient pas faire 25 ans, 30 ans de construction, il a certaines fois, on a mis des bois qui n'étaient peut-être pas à moins de 20% d'humidité à la pose du navire. On avait mis du traitement, mais il y a des entrées d'eau sur le navire. Ça peut venir soit du calfatage, l'étanchéité de la coque à l'extérieur du navire. Ça peut être les entrées d'eau pluviales. Ça peut être par la boulonnerie. Il suffit qu'il y ait une entrée d'eau le long d'un boulon et de l'eau peut rentrer par là. Ça peut être dû à la vie à bord. Tous les équipements contemporains vont produire de la chaleur et impacter de la condensation. La respiration humaine, on n'est plus 300 à bord, on est 80. Mais malgré tout, ça fait de la chaleur et de la condensation. On sait qu'on a de l'humidité. Cette humidité, les traitements qu'on a pu utiliser à la construction va finir par lessiver les bois. Et donc, les traitements n'ont pas une durée de vie pérenne. Les traitements les plus agressifs aujourd'hui, entre guillemets, les poteaux téléphoniques, les rails de chemin de fer, ces bois, vous les laissez dans l'humidité, dans la terre, vont finir malgré tout par pourrir au bout d'un certain temps. Sur l'avant et sur l'arrière du navire, on est sur une structure qui est complètement pleine. Ici, vous voyez donc une image de l'intérieur du navire. Vous pouvez voir ici, donc on a toute cette zone-là, qu'on appelle le vaigrage, qui est la double peau intérieure du navire. On a le bordé qui est la peau extérieure qui fait l'étanchéité. À l'intérieur du navire, une double peau qui s'appelle le vaigrage. Et les côtes du navire, les membrures qu'on voit apparaître ici, sont entre les deux. Entre chaque membrure, on a ce qu'on appelle une maille sèche, donc un espace qui est vide. À la construction, le navire a des ventilateurs dans la cale qui vont forcer les flux d'air à passer dans ces mailles sèches, faire de la circulation d'air et du séchage de cette structure. Mais à l'avant et à l'arrière du navire, la volonté initiale était d'avoir une construction la plus historique possible. Il n'y a pas ces mailles sèches, il n'y a pas de circulation d'air, il y a une mauvaise collecte des eaux qui peuvent rentrer dans le navire. D'où le schéma juste avant, où on voit vraiment des zones rouges à l'avant et à l'arrière du navire qui ont pourri. Et
Nous, on a été surpris de la vitesse de pourriture à cette zone-là. On pensait que le navire était encore neuf. Aujourd'hui, où nous en sommes? Donc, on est arrivé, ça y est, on a un diagnostic. On s'organise, tout se fait en même temps, on est complètement chamboulé, petite association que nous sommes. On crée donc, j'ai pas fait de schéma là-dessus, voilà, tout de suite on commence à faire un appel d'offres pour sélectionner une maîtrise d'œuvre pour nous accompagner sur le chantier de réparation. On a sélectionné comme maîtrise d'œuvre Yacht Concept, qui est le bureau d'études qui a mené la fin de la construction du navire de l'Hermione, de la réplique de l'Hermione. Avec Yacht Concept, ensuite, on fait des appels d'offres pour des entreprises de charpente. On a plusieurs entreprises de charpente qui répondent, et entre autres, les deux qui retiennent particulièrement notre attention sont l'entreprise Asselin, qui a construit 95% de la réplique de l'Hermione, et les chantiers du GIP, qui, eux, avaient fait beaucoup de devis, et ils étaient fatigués d'en faire à nouveau pour nous, mais n'avaient pas participé à la construction. Ce sont un chantier à Brest de charpente navale, vraiment spécialisé charpente navale, et qui, entre autres, ont les marchés d'entretien des navires bois de la Marine nationale. Et donc, on leur propose, au lieu de prendre chacun de prendre 100% de la réparation, on leur propose de travailler main dans la main et de se partager les travaux de réparation sur le navire. Heureusement qu'on a fait ça, vu que les travaux ont été alourdis sur la première année, le volume de travail a été augmenté, et le fait d'avoir deux entreprises, ça permet que c'est beaucoup plus facile pour eux d'augmenter la charge de travail. En plus de ça, on est aujourd'hui dans une façon de travailler extrêmement saine. Tout le monde participe à la conception et à la réflexion globale sur le navire, tout le monde se penche sur le cas de l'Hermione avec beaucoup de bienveillance, et ça nous permet d'augmenter toutes les connaissances nécessaires qu'il faut allier aujourd'hui pour savoir comment réparer dans de bonnes conditions. On crée aussi un collège d'experts. Le collège d'experts, donc entre guillemets, est ce qui va définir la conception aujourd'hui du navire. Donc dedans, on a bien évidemment la maîtrise d'œuvre, nous avons les deux entreprises. On a besoin, entre guillemets, des gros doigts, des personnes qui ont travaillé sur des bateaux et sur des pièces de bois pour nous conseiller comment rentrer les pièces, dans quel ordre, etc. On a aussi des conseils chimiques avec le FCBA, avec certains experts indépendants, pour assembler le plus de connaissances possible. On a bien évidemment été très intéressé de lire la thèse de Monsieur Lebeau sur tout ce qui a été historique aussi. Ça nous a presque rassuré de voir que l'Hermione d'aujourd'hui, c'était pas des erreurs de construction qui ont été faites, mais c'était une volonté historique qui a impacté ce que nous découvrons aujourd'hui, pour essayer d'en tirer les conséquences. Je vais passer toute la fin de mon exposé à vous dire tout ce qu'on fait pour la suite. Sur le schéma d'avant, on voyait juste là où nous en sommes aujourd'hui dans la réparation. Donc aujourd'hui, on n'attrape plus les bois, on ne les casse pas dans le point. Aujourd'hui, on se balade sur les échafaudages avec des bois qui sont sains. Vous voyez donc sur le slide de gauche la structure arrière du navire avec tous les nouveaux bois installés. La structure à l'arrière du navire, il nous reste une dernière pièce de structure qui est en cours de fabrication, mais la structure est remise à poste. On n'a plus besoin de mettre autant d'épantilles dans tous les sens. Le navire se tient. À l'avant du navire, je suis désolé, la photo date d'il y a 3 jours et pas d'il y a 2 jours. À l'avant du navire, vous voyez un trou. Donc sur le slide de droite, c'est l'endroit où aujourd'hui est installée l'étrave contre étrave. La nouvelle étrave et contre étrave du navire vient boucher ici cet espace que vous pouvez voir. On a d'autres éléments de structure en cours de fabrication. À l'avant du navire, ça avance bien, entre guillemets, on est à 50% du boulot. Sur le slide d'après, c'était pour vous montrer un peu les conditions aujourd'hui. Donc on a fait, comme sur les conseils de Morapa, une protection au-dessus du navire pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et au Pays Basque, il faut savoir qu'il pleut plus qu'à Brest, donc on est obligé de se protéger des eaux pluviales, de l'eau douce. Voilà, on a déposé l'intégralité des mâts. Nous sommes dans une situation où le public peut venir visiter. Et les bénévoles et les salariés de l'association, nous, on continue à travailler pour protéger tout ce qui était sain quand on est arrivé. Les entreprises et la maîtrise d'œuvre travaillent à la réparation de ce qui était endommagé. Et les équipes Hermione travaillent à ce que tout ce qui était sain le reste et que ça ne se dégrade pas par la suite. Donc, aujourd'hui, que faire avec ce que nous avons comme connaissance pour faire en sorte que nous n'ayons pas 8 ans, 12 ans, 16 ans de durée de vie et qu'on augmente le plus possible la durée de vie du navire. On fait de la défense en profondeur. Entre guillemets, la solution idéale serait d'avoir un bois à moins de 20% d'humidité ou à plus de 80% d'humidité. Un traitement ne va pas durer dans le temps de façon indéfinie, donc il faudrait que ce soit un bois le plus parfaitement éloigné de ces degrés d'humidité.
On est sur un navire, on ne peut pas être en permanence dans ces degrés d'humidité. Donc bien évidemment, on va commencer par essayer de se tendre vers des bois soit complètement immergés, soit parfaitement secs. Et ensuite, on va mettre tout un tas d'autres mesures derrière pour faire en sorte que, aux endroits où on n'aura pas les bons degrés d'humidité, nous ayons d'autres mesures, qui soient du curatif, du préventif ou du diagnostic, qui nous permettent de boucher les trous. Alors, je veux bien le slide d'après, s'il vous plaît. Donc, première mesure, qui est aussi une mesure de permettre d'avancer le plus vite possible sur la réparation. Aujourd'hui, sur tous les bois de structure, on va travailler avec du lamellé-collé. Le lamellé-collé permet d'avoir des pièces de structure qui sont le plus secs possible. On a certaines fois des lamelles qui sont jusqu'à 12% d'humidité, c'est vraiment très très faible. Donc le lamellé-collé, c'est des lamelles qui vont être on va osciller entre 8 mm et 23 mm d'épaisseur, et c'est du chêne, on va coller tout ça avec de la colle époxy. Et donc c'est l'ancêtre de l'imprimante 3D, entre guillemets, on va dire, qu'on peut redessiner n'importe quelle pièce de bois, quelle forme de bois avec cette technologie-là. Nous n'avons pas, donc, au début du chantier, en découvrant que cette pièce de bois absolument énorme était à changer alors qu'on ne le pensait pas, dû envoyer des personnes dans les forêts de France pour identifier un bois, un chêne centenaire, qui avait la bonne courbure pour le faire tomber, pour vérifier qu'en fait, en le coupant, on se rendait compte qu'il y avait déjà un début de dégradation ou pas, donc trouver un autre bois, faire 1 an de séchage, et ensuite 1 an de réessuyage et 20 ans de séchage des bois. Il faut que j'accélère. Aïe, aïe, aïe. Donc, le lamellé-collé, on a donc des bois extrêmement secs et on a des champs de colle qui sont des barrières physiques aussi au développement du champignon. Voilà, le slide suivant s'il vous plaît. On a aussi augmenté toute la ventilation dans cette zone. On était sur historiquement une structure complètement pleine sans ventilation. On a allégé toute cette structure en conservant sa solidité globale pour mettre une pieuvre de ventilation qui va souffler dans la structure et assécher les bois. Et modifier les anguillés. Les anguillés sont les systèmes de collecte des eaux liquides qui vont rentrer dans le navire jusqu'à un puits de pompage. On modifie tous ces systèmes de collecte des eaux pour que les bois secs ne puissent pas s'humidifier. Slide suivant. Vous voyez ici donc sur la structure toutes ces zones blanches qui sont des remplis, qui ne sont pas structurels, ils sont juste là pour empêcher les pièces de bois de se rapprocher les unes des autres, qu'on a aminci pour pouvoir mettre des systèmes de ventilation qui n'existaient pas jusque-là. Slide suivant, s'il vous plaît. L'exploitation du navire demain va aussi changer. Nous avons passé, depuis notre mise à l'eau, pratiquement un peu plus de 80% de notre temps à Rochefort dans une eau douce. L'eau douce favorise le développement d'un champignon, alors que l'eau salée, le sel, est un antifongique naturel, même si ce n'est pas la garantie de ne pas avoir de champignons. Et donc demain, nous allons avoir une exploitation où nous passerons plus de temps en eau salée. Ça ne veut pas dire qu'on ne retournera pas à Rochefort, mais on passera plus de temps en eau salée. Donc toutes les entrées d'eau que nous allons avoir sous la flottaison seront des entrées d'eau salées et donc qui auront beaucoup moins de facilité pour faire un développement de champignons demain. Le slide suivant, s'il vous plaît. Ensuite, on réfléchit à beaucoup de choses nouvelles. Là, on est vraiment sur un slide plus sur des éléments de diagnostic. On va, à l'intérieur de la structure, on va laisser des électrodes à poste, donc des vis, avec des câbles qui vont ressortir de cette structure, des endroits auxquels on n'aura plus accès une fois qu'on aura tout fermé. Et on pourra venir avec un moniteur se brancher sur ces câbles, mesurer la résistance électrique du bois, et la résistance électrique donne le degré d'humidité. Donc ce sera une information qui nous permettrait de savoir que les bois de structure ne sont pas à un bon degré d'humidité. On réfléchit aussi, c'est un projet recherche et développement avec le FCBA, des choses plein de promesses. Ce serait de développer un radar qui permet d'aller diagnostiquer les bois de structure sans avoir à les détruire, pour pouvoir identifier un début de dégradation avant que l'on soit sur un chantier comme aujourd'hui qui coûte 10 millions de travaux. Et ensuite, il y a la boîte de pétruit, parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire en plus, et il faut qu'on en parle ensuite. On réfléchit donc avec la Sorbonne à potentiellement développer des analyses de densité de spores de champignons à l'intérieur du navire. Savoir qu'à l'instant T, on a une densité de spores de champignons qui va être minime et considérée comme normale, et voir que 3 mois ou 6 mois après, on a une augmentation de la densité de spores, pour nous permettre de savoir qu'on a un début de développement fongique sur le navire, et prendre les mesures nécessaires dans les temps. Ça veut dire qu'on aura à ce moment-là des campagnes de traitement. Au lieu de se dire on pose une pièce de structure, elle est traitée, c'est fait pour la vie, on aurait des campagnes de traitement qui seraient périodiques, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, des choses encore à définir, mais qui permettent encore une fois de combler ce manque qu'il peut y avoir par rapport à ces bois.